Bonjour, ici Dr. Sophie Côté, psychologue. Aujourd'hui, on va parler de la question du processing. Le fameux processing, on l'entend dans tellement de modèles de thérapie et on l'entend à toutes les sauces. Et je ne sais pas pour vous, mais personnellement, à chaque fois que j'ai questionné des collègues pour essayer de savoir, mais c'est quoi les mécanismes du processing? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? C'est quoi l'objectif clinique du processing? J'avais jamais de réponse claire, puis mes collègues se rendaient compte aussi que finalement, on n'a pas de définition très fiable et très, très claire du fameux processing. Et ça m'a permis de clarifier des choses et d'en arriver à la conclusion que finalement, processing, c'est un mot qui est beaucoup trop vague pour pouvoir vraiment transmettre les concepts que l'on souhaite cibler dans nos discussions. Et personnellement, je l'évite. Mais ça m'a permis, par contre, de faire vraiment un ménage par rapport à clarifier exactement quel est le processus impliqué quand on s'en va intervenir sur des mémoires épisodiques, émotionnelles implicites versus quand on s'en va intervenir de manière un peu plus classique là, en thérapie de la cohérence sur des mémoires sémantiques. C'est ce qu'on va appeler communément des schémas ou des modèles mentaux problématiques de la réalité. Et au final, je vous donne déjà le punch. Si vous ne voulez pas tout écouter la capsule pour le savoir, je vous le donne d'emblée, c'est qu'en fait, je n'ai pas trouvé d'autres mécanismes de transformation. On a bel et bien à faire que ce soit sur une mémoire émotionnelle épisodique ou que ce soit sur une mémoire sémantique. Il y a effectivement les étapes du processus thérapeutique de la mémoire et donc on parle ici de transformation par décalage, détection d'erreurs, réécriture. Ça ne change pas. C'est juste la forme des exercices expérientiels qui va se modifier un petit peu dépendant qu'on ait affaire à une mémoire épisodique ou plus à une mémoire type sémantique. Alors, si on se replace, eh bien, quand on a affaire à ces fameuses mémoires épisodiques émotionnelles implicites, et c'est généralement à ça qu'on va faire référence quand on parle en général là, de faire du processing ou que la personne a besoin là, de processing pour pouvoir avancer et se transformer, eh bien, il faut déjà comprendre que on a dit implicite. Alors, il y a déjà un degré quand on a affaire à de l'implicite où est-ce qu'on sait que c'est stocké à un endroit de la mémoire qui est accessible, mais qui n'est pas directement accessible. J'aurais juste à poser la question pour que la personne puisse avoir accès à l'information. C'est exactement comme pour la mémoire sémantique implicite. Mais on a un degré de plus dans cette mémoire épisodique-là émotionnelle qui est, je le rappelle, vraiment la mémoire de ce que j'ai subjectivement vécu à l'intérieur d'un événement ou d'événements là, répétés et non l'histoire, les événements eux-mêmes. Ça serait la mémoire plus autobiographique là, dans la mémoire épisodique. Là, vraiment, on parle là, de l'expérience subjective. Donc, elle peut être implicite déjà à la base. Mais en plus de ça, si l'expérience subjective était extrême, très, très intense, bien, on le sait, on a des mécanismes de protection qui vont créer une dissociation. Alors, il y a implicite et il y a dissocié. Et quand c'est dissocié, ça se stocke très, très rapidement en mémoire. Et là, il va y avoir des mécanismes qui vont nous protéger d'une réactivation de ces mémoires-là. Pourquoi? Parce qu'elles vont créer un feelback ou un flashback, c'est-à-dire un gros envahissement là, qui va être très nuisible à notre fonctionnement, qui va demander beaucoup de dépenses de ressources pour retourner vers une homéostasie et qui est, bien, on le sait, hein, retraumatisant. Alors, il y a des mécanismes automatiques et naturels qui sont tout autant pour la dissociation et qui vont chercher à garder ces mémoires-là sous une forme dissociée. Et là, la personne peut se retrouver à consulter parce que quand ces mécanismes-là lâchent devant un déclencheur X ou même des fois avec des déclencheurs très subtils, ben là, elle se retrouve envahie. Elle ne sait pas pourquoi elle réagit comme ça, s'il n'y a pas d'éléments d'image et tout ça. Il y a vraiment juste cette grosse, grosse réactivité-là physiologique, émotionnelle qui revient comme elle est partie. Ou bien la personne va plus consulter là, pour une problématique au niveau panique. Là. Donc,
à ce moment-là, on va vouloir aller intervenir là, mais selon que c'est simplement implicite ou bien encore dissocié, mais quand on a affaire à du matériel qui est dissocié, encore une fois, il va falloir vraiment rester dans la bonne fenêtre de tolérance au niveau limbique, découper le travail en très petites parties. Et ça, c'est une des choses que généralement les gens veulent dire quand ils parlent de processing, c'est simplement ce processus-là d'aller chercher des éléments qui ont dû être dissociés, que si on allait les sortir complètement de cette mémoire-là et les rendre explicites en pleine conscience, ce serait beaucoup trop intense pour la personne. Alors, on a besoin d'y aller au goutte à goutte, d'y aller très, très graduellement, morceau par morceau, dans des exercices comme on en parle souvent dans nos formations. On aime bien des techniques, par exemple, par écran. Ça permet une certaine dissociation. Donc, on peut figer l'image, pas obligé de voir une scène en mouvement. On peut même mettre la scène en noir et blanc. Moi, je me mets toujours dans le portrait pour avoir une ressource externe. Donc, souvent, je suis assise dans le cinéma. La personne, elle peut me tenir la main ou me tenir le bras si c'est réconfortant pour elle, pour vraiment bien, bien, bien sentir cette présence-là et puis doser toujours l'intensité de l'expérience en conséquence. Alors, il y a une petite distinction aussi à faire entre quand on parle de processing, mais en tant que procédure, OK? Au final, ce qu'on désigne par ça, comme vous le voyez peut-être venir depuis tout à l'heure, c'est de la découverte et de l'intégration qui sont faites dans la zone de tolérance limbique de la personne. Maintenant, ensuite, et c'est là que ça se complexifie un petit peu, mais j'ai fait le ménage là-dedans, c'est le processing en tant qu'expérience subjective pour la personne. C'est-à-dire que là, nous, on guide le processus de découverte et d'intégration. La personne qui fait l'expérience de cette découverte et de cette intégration d'une mémoire épisodique implicite qui était dissociée, déjà, il faut saisir que être capable de faire la découverte et l'intégration de ça, c'est une expérience contradictoire en partant, OK? Parce qu'elle va aller, cette expérience-là subjective de découverte et d'intégration, contredire le schéma qui prédit que permettre d'intégrer en pleine conscience la totalité de cette mémoire épisodique émotionnelle-là va être trop envahissant, destructeur, impossible, rendre fou, folle, etc. OK? Et donc, on se retrouve à créer une expérience contradictoire pour le mécanisme, le schéma, qui prédit que ça va être très destructeur et qu'il faut absolument garder ce contenu-là, cette mémoire-là, dissociée de la pleine conscience. Ensuite, il y a un autre élément qui joue vraiment en notre faveur dans le processing en tant qu'expérience subjective, c'est-à-dire avoir des expériences de découverte et d'intégration de ce contenu spécifique-là. C'est sûr que ça va être aussi contradictoire d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce que là, je vais aller revenir en contact avec cette expérience subjective-là en mémoire épisodique émotionnelle implicite ou dissociée dans un contexte qui est forcément complètement différent à un niveau ou à un autre du contexte d'origine dans lequel il a été ressenti, que ce soit parce que c'est super graduel en étapes assez petites, que ce soit et où parce que je suis en présence d'un thérapeute en qui j'ai confiance, qui est à mon écoute, qui sait quoi faire quand je suis dépassée ou quand mon anxiété part en vrille, qui est compatissant. Moi, j'aime beaucoup ramener vraiment l'aspect temporel, c'est-à-dire qu'ici maintenant, en 2022, qu'est-ce que ça fait de ressentir telle chose ici, avec moi, dans mon bureau ou dans nos endroits respectifs en 2022, ici maintenant, par rapport à telle date quand telle chose s'est ressentie, OK? Donc, un décalage qui est temporel. Il y a plein de facettes de cette expérience-là qui ne correspondent pas à la réalité présente dans laquelle cette mémoire-là est ressentie à nouveau. Donc, ça, si on est allumé, habile, alerte, qu'on le voit venir, on peut là, vraiment amener toutes ces choses-là là, dans l'espace de juxtaposition pour créer un décalage, puis possiblement des expériences de détection d'erreurs qui vont être porteuses pour faire avancer le travail.
Ensuite, on a le fameux aspect de complétion, qui est un cadeau de Peter Levine que j'aime beaucoup en experiencing somatique. Et ça, c'est cette expérience-là dans laquelle, dans le traumatisme, on a mobilisé le système nerveux pour faire une réponse très saine de fuite ou d'attaque, mais pour différentes raisons. Et là, ça peut être vraiment beaucoup de choses comparativement aux animaux, mais on a été bloqué et on n'a pas pu aller au bout de notre réponse de fuite et d'attaque. Et là, ben, des éléments construits de cette expérience-là subjective en mémoire épisodique ben, sont restés coincés encore dans cette expérience-là, cette réalité subjective-là, où est-ce que je suis toujours aussi impuissant, je vais mourir, mais c'est comme si jamais complètement réalisé dans ma mémoire limbique que je suis encore vivant, je m'en suis sortie, ces choses-là ont eu une fin. Alors, en allant faire un retour lorsque c'est possible vraiment de s'exposer et d'accueillir en pleine conscience, d'avoir un espace pour être en contact avec ces éléments-là de la mémoire épisodique émotionnelle. Là, à ce moment-là, ben, on peut guider en expérientiel, si c'est possible, la complétion de ces mobilisations-là du système nerveux sympathique qui ont été démarrées et les amener en imaginaire à se compléter et de bien aller intégrer que c'est fini, je me suis mis en sécurité ou j'ai réussi à aller au bout de ce que j'avais besoin de faire à ce moment-là. Et je crois que ça fait le tour là, des questions pour le fameux processing. Et puis, j'espère que vous voyez bien que dans tous ces cas-là, on a des expériences contradictoires qui permettent d'amener ces schémas-là à un autre niveau. Alors, j'espère que ça vous éclaire pour cette question-là. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine et bonne pratique!